Monsieur le Premier ministre. Bienvenue à Abidjan, car vous rentrez, je dirais, à peine du Boclet. Vous étiez à Akourkba, à Zakarekro, à Kadrokba, Lopoyo, etc. Des localités, je parie, inconnues de 99% des personnes présentes ici. Vous y étiez pour apporter de l'eau, de l'électricité et bien d'autres services sociaux de base. De quoi donc vous remercier pour votre disponibilité pour la rencontre de ce matin. Une fenêtre pour dire comment le pays se porte, pour présenter un tant soit peu ce que le gouvernement apporte à la vie quotidienne des populations depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République Alassane Ouattara, tout comme pour parler des perspectives de développement ou des ambitions du pays pour les années et décennies à venir. Deux grands axes majeurs à l'agenda de cette rencontre. 1. L'exposé liminaire de Monsieur le Premier ministre. 2. La session questions-réponses. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous inviter ici à ce pupitre pour vos propos introductifs. Monsieur le Premier ministre. C'est avec un très grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous. Car comme vous le savez, le séminaire gouvernemental pour l'adoption du programme d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2020 s'est tenu le 26 janvier dernier, sous la haute égide de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi il est important de vous rencontrer, chers représentants des médias nationaux et internationaux, afin de partager avec vous et nos concitoyens les informations au sujet de l'ensemble des défis de l'année 2020, ainsi que le plan d'action gouvernemental dédié à cet effet. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présenté le bilan de sa gouvernance à la tête du pays depuis 2011 lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Nous devons retenir de ce bilan exceptionnel les avancées suivantes. La Côte d'Ivoire a retrouvé la stabilité. Notre pays est en paix. La Côte d'Ivoire est de nouveau présente dans le concert des nations en développement. Elle est même, je dirais, en très bonne place. Les progrès sociaux pour l'amélioration du bien-être de l'ensemble des populations sont indéniables. Et cela s'intensifie depuis 2019 avec la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Depuis 2012, le taux de croissance est régulièrement maintenu à plus de 8%, même si l'année dernière, nous avons eu un taux de croissance de 7,5%. Il est actuellement l'un des plus élevés au monde, véritable témoin de la vitalité de notre économie. Dès 2015, ces performances ont permis d'inverser les courbes du taux de chômage et du taux de pauvreté qui sont restées croissantes depuis 1985. Selon les résultats provisoires de la toute dernière enquête sur le niveau de vie des ménages, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire se situerait pour l'année 2018 autour de 37,2% contre 51% en 2011, et ceci en dépit des conséquences socio-économiques de la décennie de la crise politico-militaire. Selon nos prévisions, ce taux devrait s'établir à 35% en 2020. Aussi, mon propos liminaire s'articulera autour de 2 points, à savoir l'orientation de l'action socio-économique gouvernementale pour l'année 2020, les défis liés notamment aux échéances électorales de 2020. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, au cours de l'année 2020, le gouvernement amplifiera la dynamique entamée depuis 2011. D'importants défis seront de nouveau relevés. Notre premier défi est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national.
Il s'agit également d'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte marqué donc, par des attaques terroristes donc, au niveau de notre sous-région. Notre deuxième défi concerne la poursuite des grands programmes en cours de réalisation afin d'amplifier les impacts attendus de l'action gouvernementale, notamment en direction des populations et des couches les plus défavorisées. Nous devons veiller à l'accélération de la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui donne déjà des résultats donc satisfaisants. Dans le domaine de la santé, il s'agira d'accélérer la mise en œuvre du programme présidentiel hospitalier qui a donné lieu à d'importantes conventions qu'il faudra exécuter avec célérité. La CMU connaîtra son régime de croisière par la parfaite coordination et mise en œuvre de toutes ses composantes. Il s'agit notamment de la demande de soins par l'enrôlement des bénéficiaires, de l'offre de soins par l'achèvement des réhabilitations entamées et de la question de l'accès aux médicaments. La question de l'eau potable sera également l'une de nos priorités en 2020, car en dépit des efforts entrepris, les besoins à satisfaire demeurent encore nombreux et nécessitent d'importants investissements. Enfin, le gouvernement devra poursuivre ses efforts dans tous les domaines de l'action sociale. Nous devrons non seulement améliorer l'offre de services publics en matière d'éducation, d'électrification, d'assainissement, de transport, mais également mettre en œuvre des politiques plus efficaces pour la promotion d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. Dans le cadre du programme social du gouvernement et conformément aux nouvelles orientations du président de la République, le gouvernement poursuivra ses efforts en agissant sur les prix des produits de première nécessité afin d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. En apportant le soutien de l'État à plus de familles vulnérables à travers les filets sociaux productifs. En améliorant les conditions d'études de nos enfants, du primaire, du secondaire et du supérieur. En veillant à ce que plus aucune femme en Côte d'Ivoire ne perde la vie en couche. Nous fournirons encore plus d'efforts dans le suivi des grands chantiers d'infrastructures en cours de réalisation. Ces travaux constituent le socle de la transformation et de la modernisation de notre pays auquel s'est engagé le président de la République. La compétitivité et l'attractivité de notre pays en dépendent. Notre troisième défi concerne la poursuite de la gestion rigoureuse des finances publiques, à travers notamment le suivi du programme économique et financier et l'accélération des réformes entreprises dans le cadre de la transformation structurelle de notre économie. L'exercice budgétaire 2020 est particulièrement marqué par la mise en œuvre du budget programme, qui donne plus de responsabilités aux membres du gouvernement dans la conduite du processus de planification, d'exécution et de redevabilité. Notre quatrième défi concerne la poursuite des réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires et notre développement agro-industriel. Dans cette perspective, un suivi rigoureux des réformes du Doing Business devrait constituer un point d'attention majeur. Par ailleurs, nous intensifierons le suivi des conventions signées à l'effet d'augmenter significativement nos capacités de transformation de nos matières premières agricoles. Comme vous l'aurez constaté, en 2020, le gouvernement travaillera encore plus pour les Ivoiriens. Et nous ferons également tout notre possible afin d'atteindre les objectifs globaux du PN2 2016-2020. Il convient de rappeler que le PN2 2016-2020 prévoit 30 000 milliards d'investissements, dont 62% par le secteur privé et 38% par le secteur public.
Vous le savez, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, ce n'est un secret pour personne. 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire, avec pour point d'orgue les élections présidentielles prévues le samedi 31 octobre 2020. Donc, en ce qui concerne la révision du code électoral, après la mise de la commission électorale indépendante en place, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre le dialogue politique avec les acteurs de la vie politique nationale ainsi que ceux de la société civile. Les échanges ont débuté le 9 janvier 2020. J'ai procédé le lundi 17 février dernier à la clôture des discussions qui ont permis de dégager des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour les élections présidentielles, l'abaissement du taux de suffrage exprimé pour le remboursement de la caution et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs. Bien entendu, nous avons également enregistré des points de divergence et des recommandations communes pour une bonne organisation du scrutin. Les conclusions de ces discussions seront examinées par le Conseil de gouvernement et ensuite par le Conseil des ministres, présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le projet de loi qui en sortira sera transmis au Parlement. Je voudrais en appeler à nouveau au sens de la responsabilité de chacun pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Il n'existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays, et ce pour les générations futures. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, et si vous le souhaitez bien, lancer les échanges que je souhaite ouverts et fructueux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, ma question a trait au secteur agricole, la première économie de la Côte d'Ivoire, et singulièrement au secteur de l'anacarde. En 2019, quelques difficultés dues à une exécution approximative du prix qui était de 315 francs. Cette année, on est à 400 francs. Alors, quelles mesures précises avez-vous pu prendre pour une exécution, cette fois-ci, optimisée de ce prix-là? Un internaute voudrait savoir à quel moment sa famille et lui pourront effectivement bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Il a souscrit à cette assurance depuis 2 ans. Monsieur le Premier ministre, le 7 octobre 2019, à Sofitel, Hôtel Ivoire, à la faveur de la Journée nationale du partenariat, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly, informait en votre nom que le gouvernement avait identifié 29 chefs d'entreprise qui étaient éligibles à un programme d'accompagnement de l'État ivoirien, lequel programme vise à faire d'eux des champions nationaux. Près de 5 mois après cette annonce, pourrait-on donc connaître la liste de ces 29 chefs d'entreprise? Et est-ce qu'on peut aussi savoir quand est-ce que le programme va effectivement démarrer? Et concrètement, cet accompagnement va consister en quoi? Voici pour la première préoccupation. La seconde, il s'agit de l'affaire des avocats qui se prévalent d'un mandat de l'État de Côte d'Ivoire et donc qui s'opposent à la libération définitive de nos compatriotes. Récemment, le président de la République, lors d'une conférence de presse à Dimbokro, disait que ces avocats ne sont pas mandatés par l'État de Côte d'Ivoire et que cette information était une intoxication. Ma question, c'est de savoir si ces personnes ne sont pas mandatées par l'État de Côte d'Ivoire, pour qui travaillent-ils à la CPI?
C'est vrai que pour la campagne dernière, nous avions fixé un prix donc de 375 francs CFA le kilo. Vous devez savoir que l'anacarde n'a pas de prix donc vraiment réglementé. C'est un prix donc indicatif. Et au cours de la campagne, nous avons eu la mauvaise surprise d'avoir au niveau donc, du Vietnam donc, des prix d'achat des amandes donc, qui se sont retrouvés donc, en forte baisse. Ce qui a conduit naturellement au niveau donc, du marché donc, local pour ce qui est de l'achat des noix de cajou donc, à une baisse du prix au niveau du producteur. Ce que nous avons déjà fait pour la campagne donc, dernière, c'est que l'État a formé donc, un groupement d'intérêt donc, économique avec donc, des nationaux. Et ce groupement d'intérêt économique a été donc, subventionné pour permettre donc, de pouvoir tirer donc, les prix pour se rapprocher du prix qui avait été donc, le prix indicatif. Et je dois dire que les prix sont descendus jusqu'à 200 francs par kilo. Mais grâce à cette intervention de l'État, nous avons pu terminer donc, la campagne avec un prix qui s'est situé quasiment donc, au niveau de 350 à 375. Nous avons pu donc le rattraper parce que la réaction du gouvernement a été suffisamment prompte avec ce groupement d'intérêt économique qui a été soutenu donc, par le gouvernement. Alors pour la campagne donc, 2020, sur la base des prix internationaux et des contrats qui sont signés dans un certain nombre de pays donc, voisins, nous avons fixé comme prix indicatif donc, le prix de 400 francs par kilo. Donc ce prix de 400 francs par kilo nous paraît donc réaliste, ceci après concertation avec les exportateurs, les acheteurs et en regardant le marché donc lui-même. Maintenant, les dispositions que nous avons prises, c'est que nous avons décidé de renforcer encore plus donc, ce groupement d'intérêt économique au niveau donc, des nationaux. Et ce renforcement de groupement d'intérêt économique au niveau des nationaux permettra d'acheter le prix donc, de l'anacarde aux 400 francs tel que fixé aujourd'hui donc, par le gouvernement. Et c'est ce qui a permis donc, que la campagne d'ailleurs démarre donc, au prix donc, de 400 francs CFA. Et nous avons même, je dirais, dans le nord-est du pays, dans la zone de Bondoukou, donc des prix qui aussi, donc aujourd'hui, donc à un peu plus de 400, on va même jusqu'à 500 francs CFA le kilogramme. Alors maintenant, notre vrai défi donc, sur, je dirais, donc l'anacarde, c'est d'éviter donc, les fuites donc, au niveau donc, des pays voisins. Et nous avons eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural au niveau de l'ensemble donc, des zones frontalières. Nous sommes en discussion avec les différents pays donc, voisins pour que dans le cadre de notre coopération, nous prenions ensemble des dispositions donc, pour faire en sorte que les prix qui sont fixés, nous puissions coordonner donc, ensemble au niveau donc, des prix, mais que nous prenions également donc, des dispositions pour éviter tout ce qui est trafic donc, frauduleux en matière première. Au cours de la campagne, s'il y avait quelques difficultés, que ce soit comme nous avons connu au cours de la campagne dernière, le gouvernement donc, avisera et prendra donc, des dispositions appropriées. Mais nous tenons à ce que ce prix de 400 francs donc, soit donc, respecté. Alors, concernant la CMU, depuis le 1er octobre, donc la CMU est opérationnelle. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons donc nous réjouir de ce que nous avons quasiment environ 3 millions donc, de personnes qui sont enrôlées. Et sur ces 3 millions de personnes, le plus important, c'est qu'on a environ 1 400 000 donc, Ivoiriens qui sont enrôlés pour la première fois, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu donc, de prestations donc, sociales et qui sont maintenant donc, dans le système donc, de la CMU. Et les résultats de la CMU donc, pour nous sont absolument extraordinaires. Nous avons identifié 725 centres donc, en termes d'hôpitaux publics donc, pour les prestations de la CMU. Nous y avons donc déployé à la date d'aujourd'hui 1333 donc, agents sur 1800 qui doivent être déployés, qui sont les agents donc, CMU. Des concertations ont eu lieu donc, avec toutes les professions, que ce soit les médecins et les pharmaciens surtout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour une consultation avec un médecin généraliste qui est à 5 000 francs à l'hôpital public,
ou un spécialiste qui est à 7500, avec les prestations CMU, cette consultation revient donc à 500 francs, donc CFA. Et comme il y a un ticket modérateur qui est payé donc, par l'assuré, il ne paye donc que 30%, c'est-à-dire la consultation revient à 150 francs CFA contre donc 5 000 francs au niveau donc, des prestations CMU. C'est pour cela que moi j'encourage donc, vraiment tous nos compatriotes à aller se faire donc, enrôler, à payer les 1000 francs CFA par mois donc, et par personne, et avoir, donc, je dirais, le bénéfice de telles prestations. Nous avons la même chose au niveau donc, des médicaments. Les prix des médicaments donc, ont fortement baissé. Si nous prenons par exemple, le paracétamol, il est payé normalement à 1035 francs, donc la boîte. Avec les négociations qui ont été menées dans le cadre de la CMU, la boîte donc, revient à 140 francs. Et comme on a un ticket modérateur, l'assuré ne paye que 30%, c'est 42 francs. Donc, vous voyez, donc c'est quand même un progrès, à mon avis, absolument extraordinaire. Alors, on dira oui, et le problème de déficit. Mais tout ça pris en compte, nous sommes, malgré tout, dans le déficit maximum de 30%, qui est notre engagement, donc vis-à-vis donc, de la communauté financière donc, internationale. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une avancée extraordinaire avec la couverture maladie universelle. Et c'est vraiment plutôt un appel que je veux lancer à nos compatriotes. Allez donc vous faire enrôler. Payez les 1000 francs CFA par mois donc, et par personne au niveau donc, de vos familles. Et vous allez bénéficier donc, des tarifs dont je viens donc, de vous parler. La CMU est devenue aujourd'hui une réalité. Sur les 725 centres que nous avons identifiés, il y en a 499 qui sont opérationnels. Et je me souviens qu'il y a un conseiller spécial qui est venu donc, me dire qu'il y a une de ses tantes qui l'a appelé du village en lui disant « Envoie-moi 12 000 francs ». Il était un peu surpris en disant « Mais pourquoi est-ce qu'elle demande 12 000 ?» Elle lui dit « Non, mais avec les 12 000, le prix des médicaments a diminué ici à l'hôpital. Je vais payer 12 000, ça fait 1 000 francs par mois, je vais payer pour une année. Et avec ça, je vais pouvoir avoir les médicaments donc, à 42 francs, etc. » Donc c'est la réalité, la CMU est une réalité, on peut en être fier. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps donc, dans ce pays. Et je pense que le président a donné une rotation forte. Cette rotation est mise en œuvre. Nous pouvons être fiers d'avoir pu mettre en place la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire et la rendre effectivement opérationnelle aujourd'hui. Alors, concernant les champions donc, nationaux, oui, c'est extrêmement important. Donc, le président de la République a également donné des orientations claires et nous travaillons là-dessus avec le patronat. Et nous nous sommes accordés sur une liste d'entreprises dans différents secteurs que le patronat considère donc, méritant d'être soutenus. Nous avons eu des réunions donc, générales qui ont permis donc, de poser un certain nombre de problématiques d'ordre général en matière de soutien que l'État peut apporter donc, aux entreprises nationales, que ce soit l'accès au marché public, en sachant qu'il y a déjà un certain nombre de dispositions donc, à la matière, donc, etc. Maintenant, nous avons rencontré les entreprises une à une, toutes celles qui figurent sur la liste, pour leur demander à chacune quelle est votre situation financière spécifique. Quels sont vos besoins? Et ce travail s'est achevé fin donc, janvier, donc là, il y a quelques jours. Nous allons maintenant compiler donc, tout ce travail qui indique entreprise donc, par entreprise, la situation financière de l'entreprise, qui indique clairement les besoins donc, de l'entreprise. Il y en a, c'est peut-être un problème de commande publique. Il y en a qui ont besoin donc, de garanties donc, pour des prêts, pour avoir donc, un fonds de roulement, etc. Et c'est à partir de là, et avec un débat avec le patronat lui-même, que nous allons arriver à sélectionner des entreprises qui, de notre point de vue, à tous, méritent d'être soutenues parce que, bon, tous les soutiens que l'on pourrait apporter, ça peut être, si c'est au niveau fiscal, c'est de l'argent public.
Donc il faut mériter donc, ce soutien. Et les situations financières des entreprises sont extrêmement différentes. Donc le délai que nous nous sommes fixés, puisque c'est votre question, c'est qu'au cours donc, du premier semestre de l'année 2020, nous nous accordions avec le patronat sur la base de la liste d'entreprises qui a été fournie, de la situation financière de ces entreprises, des besoins exprimés, que nous accordions exactement sur ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire pour donc, les accompagner et accompagner la liste qui aura été donc, retenue, pour répondre de manière précise donc, à votre question. Donc c'est le premier semestre donc, de l'année 2020. Le procès de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé concernant donc, les avocats de l'État. Moi, je crois que là, il y a une mauvaise compréhension. L'État a des avocats donc, qui sont à la CPI et qui plaident dans le cadre donc, du procès. Ce que donc, nous disons, c'est que ce sont les avocats qui, en fonction du déroulement du procès, prennent donc leurs responsabilités donc, pour évoquer telle ou telle chose. Ils n'ont pas donc à en référer au chef de l'État, etc. Et c'était ce que les journalistes voulaient faire croire en pensant que le président disait « je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela », ou le gouvernement disait par le ministre de la Justice « je ne veux pas de ceci ou je ne veux pas de cela ». Ce qui a été simplement dit, c'est que le pays ne peut pas être absent au procès. Maintenant, il y a des avocats qui y sont, qui, dans le cadre donc, du débat, prennent position. C'est une question de justice. Notre position constante au niveau gouvernemental a été de dire nous n'interférons pas dans les affaires de justice et à chaque fois qu'il y a eu une décision au niveau de la CPI, si vous lisez tous les communiqués du gouvernement, le gouvernement n'a fait que prendre acte de la décision que la CPI donc, a prise. Ma question est d'ordre économique. À quel niveau se trouve la dette intérieure? Et la deuxième question concerne le paiement des fournisseurs de l'État. Est-ce que vous pouvez nous faire un point à ce sujet? L'électricité et l'eau potable font partie des priorités au cœur du programme social du gouvernement. À ce jour, où en est-on? Monsieur le Premier ministre, selon les chiffres du gouvernement, de nombreux exilés sont rentrés en Côte d'Ivoire, des prisonniers politiques ont été libérés. Mais Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que le processus de réconciliation serait idéalement achevé et parfait par le retour en Côte d'Ivoire du président Gbagbo, du ministre Blé Goudé, acquitté depuis janvier 2019 par la CPI? Ce que nous avons payé donc, au niveau des fournisseurs de l'État, que ce soit au niveau de l'État direct, des collectivités territoriales et des EPN, c'est quand même 1091 milliards donc, de francs CFA. Bon, maintenant, au niveau de la gestion donc, qui est en cours, je note que globalement, nous avons 272 milliards de francs CFA donc de dette intérieure. Mais il faut que nous nous comprenions bien. La dette devient, je dirais, un passif à gérer qu'au-delà donc, de 90 jours. C'est-à-dire que normalement, jusqu'à 90 jours, donc l'État n'est pas en arriéré. C'est le terme le plus exact. Il n'y a pas d'arriéré tant qu'on n'a pas dépassé donc, 90 jours. À la fin de l'année 2019, nous avions donc un stock d'arriérés. Et des instructions ont été données pour que ces arriérés puissent être apurés. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, où nous vous parlons, nous avons donc 272 milliards à payer donc, aux fournisseurs. Et au niveau de la maturité de ces 272 milliards, on peut les décomposer en 3 tranches. La dette qui est à 30 jours, mais qui n'est pas encore un arriéré, puisqu'on a 90 jours au niveau de l'État pour payer. La dette qui est à 30 jours est de donc, 85 milliards de francs CFA. La dette qui est à 60 donc, jours, donc elle est de 143 milliards de francs CFA. Et la dette qui est à 90 jours, donc elle est à 43 milliards de francs CFA. Donc à la date d'aujourd'hui, sur la base des instructions qui ont été données, et parce que nous avions constaté qu'à fin donc, 2019, nous avions
quelques arriérés. Les arriérés ont été donc payés. Donc nous sommes, je dirais, en termes de délai de paiement pour l'État de Côte d'Ivoire, donc nous sommes donc dans nos 90 jours. Maintenant, il y a quand même deux choses que je veux indiquer qui peuvent peut-être expliquer que l'on entende parler de temps en temps, parce que je préfère être le plus transparent avec vous. Vous avez, sur la gestion 2001-2011, des passifs globaux, quand nous sommes arrivés, qui faisaient plus de 600 milliards de francs CFA, qui ont fait donc l'objet d'audits. À l'issue de ces audits, des montants ont été payés, je crois en cumulé peut-être autour d'une centaine de milliards de francs CFA. Et il y a 291 milliards de francs CFA que nous avons décidé de titriser sur 5 ans, donc à partir de cette année. Bon, pour ceux à qui ces sommes sont dues, alors, il a fallu donc déjà faire l'audit, et l'audit a permis donc d'éliminer une bonne partie donc, de ce qui était réclamé donc, à l'État. Nous avons payé une partie en cash, c'était surtout pour donc, les fournisseurs qui avaient des petits montants. Et pour les autres, donc, la titrisation a été décidée, et cette titrisation donc, de 291 milliards se fera donc, à partir donc, de 2020 sur 5 ans. Bien sûr que tout cela vont dire, mais l'État nous doit, mais c'est traité en tant que dette dans un processus. La deuxième chose, et là je vais lancer un appel aux opérateurs privés, mais en même temps à mes collègues membres du gouvernement. S'il n'y a pas une ligne donc, budgétaire et que quelques démembrements donc, de l'État veuillent contracter donc, avec vous, je parle aux opérateurs privés, dites non. Parce que pour chaque marché, pour chaque dépense, il faut que vous exigiez qu'il y ait une ligne budgétaire que l'on vous montre, le marché doit le comporter. C'est la ligne budgétaire qui permettra de pouvoir demain, par un engagement, arriver à un paiement. Donc, quand on est dans des situations où il y a des engagements qui sont faits sans ligne budgétaire, le ministre donc, du budget n'a pas connaissance de la dépense. Le ministre de l'économie et des finances qui a le trésor ne pourra pas payer puisque cette dépense ne sera pas engagée pour suivre un processus donc, paiement, permettant donc, le paiement. Alors, donc là, je lance un appel donc, à tous pour que la rigueur budgétaire soit observée. Mais nous avons déjà fait des circulaires pour dire donc, aux opérateurs, si on veut passer un marché avec vous, exigez de savoir quelle est la ligne budgétaire. Il n'y a que le ministre du budget qui, s'il n'y a pas de ligne budgétaire, sur la base, donc, je dirais, de sa marge de gestion, peut être habilité à faire donc, une lettre d'avance pour couvrir la dépense, sachant qu'il pourra la régulariser donc, à la fin de l'année sur sa marge donc, au niveau de gestion. Mais sinon, si on ne respecte pas la rigueur donc, budgétaire qui est d'engager donc, des dépenses lorsque donc, elles ne sont que budgétisées, on n'y arrivera pas. À la date d'aujourd'hui, à fin 2019, je reconnais qu'il y avait quelques arriérés, des instructions ont été données, les instructions ont été payées, et je vous ai donné aujourd'hui au niveau donc, de 272 milliards la maturité à 30, 60 et 90 jours. Alors, l'électricité et l'eau. Alors, moi, je crois que là, on a eu des progrès absolument extraordinaires sur l'électricité. Ça, je vais commencer par là, parce que lorsque le président de la République est arrivé en fonction, le taux d'électrification dans le pays était autour de 33%, taux de couverture. Nous sommes à fin 2019 à 69% de taux de couverture, et nous serons à la fin de l'année, donc 2020, à 80% de taux de couverture. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'engagement qui a été pris donc, d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants donc, sera tenu à la fin donc, de l'année donc, 2020. Et il nous restera environ 1700 villages
à électrifier pour avoir l'électrification totale donc, du pays. Ces 1700 autres villages qui sont des villages en dessous donc, de 500 habitants donc, seront électrifiés sur la période 2021-2025. Donc on est là dans une dynamique extraordinaire. Notez qu'en 2011, le nombre donc, d'abonnés à l'électricité, il y avait 1 million. Qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 400 000. Sur l'électricité, donc je note donc, des progrès qui sont absolument extraordinaires. Sur l'eau, donc également, l'eau, nous avons donc réglé dans une grande partie au niveau d'Abidjan la question de l'approvisionnement. Ce qui nous reste donc à régler, ce sur quoi donc, nous travaillons, et dans un programme avec la SODECI d'environ 44 milliards de francs CFA qui va être lancé donc bientôt, et nous avons exigé que ce programme soit exécuté dans un maximum donc, de 6 mois. L'idée est de régler les problèmes donc, de canalisation, parce que nous avons la quantité d'eau pour pouvoir approvisionner toute la ville d'Abidjan en eau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les investissements ont été faits. Mais il faut distribuer donc, cette eau. Et pour distribuer, il y a des canalisations qui sont vétustes, donc il y a des travaux donc, qui ont commencé. Il y a des quartiers donc, qui se sont donc, créés. Il faut avoir un réseau d'extension pour permettre d'approvisionner tous ces quartiers. Et là, nous avons donc un investissement sur la ville d'Abidjan d'environ 44 milliards pour régler tous les problèmes d'eau dont on entend parler dans les différents quartiers d'Abidjan, à Bobo, Yopougon, donc ici et là. Donc je veux dire que sur l'eau également, nous avons fait beaucoup en matière d'approvisionnement. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, donc, décidé donc, que les 21 000 pompes donc, villageoises soient entièrement donc, fonctionnelles. Un audit a été fait au niveau donc, de ces pompes. Nous avions donc 3 000 à réparer rapidement. Et sur ces 3 000, on est autour de 2 600 donc, à fin 2019 donc, qui ont été donc, effectivement réparés. Donc là, nous avons donc, un programme de réparation, mais il y a encore donc, des besoins. Et je peux dire que moi, les tournées que je fais à l'intérieur du pays ont ceci donc d'avantageux. C'est que je vais dans le pays, je ne reste pas seulement au bureau, je suis allé, vous l'avez suivi, dans plusieurs localités. Ça permet d'aller régler des problèmes, mais ça permet effectivement d'écouter aussi donc, les populations et de voir ce qu'il nous reste donc à faire. Et donc, sur ce qu'il nous reste à faire, nous sommes en train de nous organiser donc, pour pouvoir ajuster un certain nombre de programmes qui sont déjà définis pour régler donc, les problèmes qui nous sont signalés donc, ici et là. Sur la réconciliation, vous êtes d'accord, les exilés sont rentrés. Donc ça, au moins, c'est une bonne chose de le dire. Les prisonniers de la crise post-électorale sont sortis, parce que ce ne sont pas des prisonniers politiques, c'est des prisonniers de la crise post-électorale. Il y a eu un délit, ils ont été arrêtés, mais ils sont sortis. C'est un point de convergence. Ce que vous dites, l'autre point, c'est un procès qui a lieu donc à La Haye. Et je vous ai déjà dit que nous prenons acte des décisions donc, de La Haye. Donc, je ne sais pas quel commentaire vous voulez que nous puissions faire. Nous attendons donc, simplement que la procédure judiciaire au niveau de la Cour pénale internationale suive son cours, s'achève. Et puis bon, à partir de cela, donc, nous prendrons tous acte. Lors de la présentation des vœux à la presse, le président avait annoncé pour cette année une levée de fonds, un eurobond, qui devrait être fait pour financer le budget. Et dans la nomenclature budgétaire, il était question de 1500 milliards qui devraient être levés au niveau de la dette. Environ 1000 milliards pour les marchés nationaux et 500 milliards probablement pour les marchés internationaux. Donc, quelle est la part ou la tranche en eurobond et la tranche en emprunt bancaire international? Et pour terminer, quel sera le déficit budgétaire cette année, puisque vous avez reconduit encore pour 1 an les programmes avec le FMI? Monsieur le Premier ministre, un internaute fait remarquer qu'un coup d'accélérateur a été apporté durant ces dernières années à la section de l'emploi jeune. Pourquoi avoir attendu tout ce temps depuis le second mandat du président Alassane Ouattara pour régler cette question? Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir sur la gestion et la préservation des forêts classées ivoiriennes, occupées par de nombreux clandestins
Quel est le bilan à ce jour de ce programme? Combien d'hectares de forêt de la Côte d'Ivoire ont-ils pu être reconstitués? Et que sont devenues les forêts classées qui ont été déguerpies de leurs occupants? Alors, sur la première question, je pense que c'est 1492 milliards que nous devons lever globalement, donc sur le marché, qu'il soit donc, régional ou international. Bon, et sur ça, c'est vrai que c'est 1002 milliards de francs CFA que nous devons lever sur le marché donc, sous-régional. Et sur ce que nous devons lever au plan international, je crois que la part eurobond est de 230 milliards de francs CFA. Donc nous irons donc, pour les eurobonds pour 230 milliards. Donc le solde, donc, ce seront donc, prêts donc, directs que nous allons négocier donc, avec donc, des banques. Donc, nous sommes conseillés donc, par Rothschild donc, là-dessus. Donc il n'y a pas de problème particulier. Donc, les levées donc, au niveau du marché régional donc, se font. Les discussions en ce qui concerne donc, les banques sont en cours avec Rothschild et nous allons voir quelle est la meilleure période pour aller faire donc, cet eurobond donc, qui est, comme je vous l'ai indiqué, pour un montant donc, de 230 donc, milliards de francs donc, CFA. Au niveau du déficit budgétaire, bon, pour l'année donc, 2019, nous avons respecté notre engagement donc, de 3% au niveau du déficit budgétaire. Et nous nous engageons naturellement pour 2020 à respecter donc, le déficit budgétaire de 3%. Je pense d'ailleurs même qu'en 2020, nous serons en dessous donc, de 3%, donc avec le rebasage donc, de notre donc, PIB. Là, il n'y a pas de problème concernant donc, le déficit. C'est un critère sur lequel nous n'avons pas de difficulté. Concernant l'emploi de jeunes, c'est un programme qui a été lancé depuis longtemps. Moi, je crois qu'il faut plutôt se réjouir du fait qu'il y ait un coup d'accélérateur. Dans le cadre du programme donc, social du gouvernement, c'est un des axes. Et vous avez bien noté que le chef de l'État a décrété que sur 2019-2020, nous devons donc amplifier notre action sociale. Il est légitime que dans cette action sociale, on note une amplification également de l'action en ce qui concerne donc, les jeunes, qui constituent donc l'un des axes au niveau donc, de ce programme social du gouvernement. Moi, je me réjouis donc, que sur l'année 2019, au niveau donc, des jeunes, nous ayons pu, en emploi dans le secteur formel, on a eu environ 77 000 emplois réellement donc, créés, et que les actions de l'agence emploi jeunes aient permis d'avoir des opportunités pour environ donc, 73 000 jeunes. Notre objectif dans le cadre du PSGouv avait été fixé pour l'agence emploi jeunes à 500 000 opportunités qui devraient être donc, dégagées pour les jeunes. Bon, après avoir fait le travail, nous sommes arrivés à environ 380 000 opportunités. Donc nous pensons pouvoir donc, de manière effective réaliser sur la base des financements donc, que nous avons. Bon, et une partie vient d'être réalisée à fin 2019 et moi j'ai bon espoir parce que maintenant le PSGouv, il faut vous dire aussi que l'année 2019 était une année où on devait monter donc en régime, mettre tous les outils donc en place. Maintenant que les outils sont en place et que le programme social du gouvernement est en vitesse donc de croisière, j'ai bon espoir que tous les objectifs que nous sommes fixés seront atteints en 2020. Concernant les forêts classées, nous avons défini une nouvelle politique en matière de gestion de notre patrimoine donc forestier. Et elle commence maintenant à être mise donc en œuvre. Donc, il y a des opérations de déguerpissement donc, qui ont eu lieu. Donc, une fois que ces opérations de déguerpissement donc, sont exécutées, donc, nous essayons donc, de protéger donc, les dites forêts contre de nouvelles donc, agressions. Je sais qu'il y a eu des tensions qui ont amené donc, à revoir donc, le système avec le ministre des Eaux et Forêts, parce qu'il y a tout de même des personnes qui vivent dans ces forêts. Je sais que des dispositions ont été prises. Donc c'est à partir de là que nous allons remonter donc, avec le reboisement donc, de ces forêts classées. Nous avons donc des conventions
que le ministre a prévu donc de passer pour l'aménagement donc des agroforêts avec des opérateurs, et des objectifs donc seront fixés à ces opérateurs en matière donc d'aménagement, pour voir quelle est la part donc, que nous devons avoir pour l'agriculture avec une intensification, avec de meilleurs donc, rendements, et quelle est la part que nous devons donc reboiser pour nous permettre de recouvrir donc, ce couvert. L'objectif étant de recouvrir donc 20% de notre couvert donc, forestier donc, le plus rapidement possible. Pour aller donc, plus loin, je prends dans la région donc, de la Mai, où la volonté du président de préserver donc, nos forêts a été très, très forte. Nous avons donc pour certaines forêts classées où il y avait des risques donc, de dégradation qui allaient se produire, elles ont été déclassées et classées donc, en parcs et réserves. Donc, ce qui les protège donc, définitivement contre l'intrusion donc, humaine. La question de l'internaute, beaucoup d'actions sont menées dans le cadre du programme social du gouvernement. Cependant, ces actions ne semblent pas avoir d'impact sur la population qui continue de se plaindre de la cherté de la vie. Sur le code électoral, la discussion que vous avez avec l'opposition, ça fait quelques semaines. Je sais que l'opposition a dit qu'il pense que vous avez terminé la discussion un peu en primature. Est-ce que vous voyez que la discussion peut se reprendre, ou est-ce que vous voyez les réformes sur le code électoral cette année? Selon les chiffres que vous avez donnés, nous sommes à 37,2% et les prévisions sont de 35% pour 2020. Ce sont des chiffres remarquables. La question, c'est de savoir comment fait-on pour réduire la pauvreté à un tel niveau. Dans le cadre du PSGouv, 2 actions spécifiques en matière d'autonomisation des femmes, pour leur procurer des revenus, et également au niveau des jeunes. Alors la question qui est posée maintenant, c'est relative donc, à la cherté de la vie. J'avais déjà dit une fois que quand on regardait au niveau des dépenses donc, des ménages, si on prend par exemple le transport, lorsque nous arrivions à l'époque, la Sotra n'avait quasiment pas de bus. 100 et quelques bus en mauvais état. Aujourd'hui, plusieurs acquisitions ont été faites et nous sommes aujourd'hui à un parc qui tourne autour de 700 donc, bus au niveau de la Sotra. Mais avec donc, ce parc, vous imaginez que quelqu'un qui prenait un Woro-Woro à l'époque, donc à Bobo, et puis il allait jusqu'à Adjamé, il pouvait, pour se déplacer d'Adjamé ou d'Abobo jusqu'à Koumassi, payer 600, 800, jusqu'à 1000 francs CFA. Aujourd'hui, avec le renforcement du parc que nous avons fait au niveau donc, de la Sotra, et avec les tarifs que nous avons imposés également au niveau des sociétés donc, de transport donc, lagunaire, mais les personnes payent donc, 200 francs donc, CFA, là où elles payaient donc, d'une somme importante. Et ça, c'est un axe donc, concret de réduction du coût donc, de la vie par rapport au transport. C'est pour cela aussi que nous pensons à ce grand projet phare qui sera le métro. Deuxièmement, vous prenez donc le logement. Enfin, la loi donc, qui limite les cautionnements donc, en termes de 2 mois et les avances à 2 mois, cette loi donc, est effective. Et la pénalité que paieraient les bailleurs est aujourd'hui 300% du montant donc, indu, donc, lié, donc, je dirais, à ces avances ou à ces cautions. Donc cette loi est en application, ce qui réduit, je dirais, le coût d'accès donc, au logement. Bien sûr, sur le logement social, nous avions des objectifs qui étaient beaucoup plus importants. Nous n'avons pas atteint donc, l'objectif que nous étions fixés. Mais pour l'année 2019, nous avions pris l'engagement de faire en sorte que la cité de Bergerville, que la cité Ado, donc que ces 2 cités soient de manière définitive fonctionnelles. Elles le sont aujourd'hui. Et nous avons de grands projets également au niveau du logement social donc, qui sont en cours donc, de discussion, parce que nous pensons maintenant qu'il faut passer donc, à échelle.
et avoir donc des contrats avec de grosses entreprises qui sont capables donc de produire donc des logements de masse. Et c'est ce qui permettra de réduire objectivement le coût donc, du logement. Nous sommes en train également de réfléchir à de la location-vente, parce que tout le monde ne peut pas avoir un emprunt pour pouvoir, avoir accès au logement. Et là, je me félicite d'une opération qui est en cours avec les enseignants. Sur maintenant la partie alimentation, ça dépend des produits et de la saisonnalité. Aujourd'hui, nous avons, avec le ministère du Commerce, mis en place un système qui permet une grande information du public sur les prix. Pour ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, le ministère du Commerce s'attelle à ce que le contrôle des instruments de mesure donc, soit efficace, de telle sorte que les populations ne payent que pour les quantités réelles pour lesquelles elles ont décidé de faire des achats. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs actions qui ont été menées. Moi, je crois que là-dessus, nous avons fait donc, des efforts, mais nous devons donc reconnaître qu'il y a des efforts qu'il faut continuer donc, à approfondir. Alors, concernant le code électoral, vous devez savoir que les discussions ont commencé le 6 janvier. Et nous nous sommes entendus sur un cadre de discussion qui est une plénière qui était présidée par le Premier ministre. Après la plénière, des comités de négociation ont été mis en place. Et à l'issue de ces négociations, il ne faut pas dramatiser, il y a eu des accords. Nous nous sommes accordés sur le parrainage donc, citoyen. Et nous nous sommes accordés sur une fourchette, dans le cadre des discussions, qui était 1% dans au moins 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire, ça c'était une option, ou 1% sur l'ensemble donc, du pays. Donc voici l'accord qu'il y a eu entre, je dirais, les différents partenaires, parce qu'il y avait la société civile, donc également. Nous nous sommes également accordés sur le relèvement donc, de la caution, qui était de 20 millions aujourd'hui. Tout le monde s'est accordé pour dire qu'il faut relever donc, cette caution entre 50 et 100 millions de francs CFA. C'est la fourchette. Nous nous sommes accordés sur le fait que le taux de suffrage exprimé à avoir pour avoir sa caution donc remboursée, donc, qui est de 10% aujourd'hui dans le code électoral, que ce taux devrait être abaissé à 5%. C'est un point d'accord que nous avons eu entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Et nous nous sommes également accordés sur un point qui, lui, impacte plus, je dirais, les élections législatives et les élections locales, c'est la transhumance au niveau des électeurs. Les partis se sont accordés pour mettre fin à cela en disant qu'à partir de maintenant, il faut faire la preuve de sa résidence ou du domicile. Donc, voici des points d'accord au niveau donc, de cette discussion. Maintenant, il y a eu des points de désaccord. Et les points de désaccord ne sont pas que des désaccords entre le gouvernement et les partis. C'est des désaccords au niveau de l'ensemble. Je vous cite quelques points comme ça pour que vous voyez qu'on a eu de bonnes avancées et qu'on dramatise, à mon avis, pour rien. J'ai entendu un dire on a 40 points de désaccord. Mais c'est juste pas vrai. Il n'y a pas 40 points donc, de désaccord. Et les points d'accord sont des points qui, eux, sont importants donc, par rapport au processus électoral. Après, on avait une vingtaine donc, de recommandations communes sur lesquelles nous sommes tombés d'accord à faire à la commission électorale indépendante et une qui était faite au gouvernement pour faciliter l'obtention des papiers administratifs. On est tombé d'accord sur toutes ces recommandations. Il y en a environ une vingtaine. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de problèmes autour de cette question. Le dialogue s'est déroulé. Il a été inclusif, tout le monde a été présent. Il y a eu des discussions ouvertes. Je pense que nous pouvons avancer sur la base des points d'accord que nous avons eus. Alors, sur la pauvreté, je crois que c'est le résultat
donc, concret d'une politique économique et sociale donc, efficace. Et je pense qu'il faut plutôt s'en réjouir. Donc je crois que c'est plutôt un satisfecit sur le bilan, je dirais, de la gestion du président et du gouvernement. On peut s'en féliciter. J'imagine que la question qui a été posée était plus une question pour nous dire que c'est bien. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2020? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer pour les routes et les transports en Côte d'Ivoire? Quel bilan pouvez-vous faire des mesures de soutien aux PME, petites et moyennes entreprises? Quel impact réel avez-vous constaté? Elles représentent toujours 80% du tissu des entreprises, mais moins de 20% des recettes fiscales. 20% de la commande publique leur est consacrée par les textes, mais dans les faits, les PME continuent de se plaindre de ne pas pouvoir accéder au marché public notamment. Ma question est relative au président du GPS, Soro Guillaume. Il y a eu beaucoup de tapage médiatique autour d'un mandat d'arrêt contre sa personne. Ne pensez-vous pas que c'était un moyen d'écarter un candidat déclaré à la présidentielle? Lors de la présentation des vœux du parti à son président, donc récemment, le président du parti, le président du RHDP, le président de la République, a indiqué que le comité politique donc, du RHDP se réunira donc, bientôt sous sa présidence pour définir donc, les modalités, le calendrier donc, de désignation du candidat du RHDP donc, à l'élection présidentielle. Donc c'est tout ce que je peux donc, vous répondre. Maintenant, en tant que Premier ministre, je peux vous dire que j'ai beaucoup de boulot. Et vous me voyez donc aller donc, dans le Bois-Clair récemment, j'étais dans le Guémont, dans le Cavali, dans le Gore, donc pour aller toucher du doigt donc, les réalités, dans le Tonkwi, pour amener de l'eau, de l'électricité, conformément aux orientations du président. Donc moi, je fais donc mon travail. Lorsque le conseil politique se réunira, les modalités donc, de désignation, les procédures, etc., donc, seront définies. La question du financement des PME est pour nous une grande priorité. Et dans les discussions que nous avons avec les bailleurs de fonds, notamment donc, la SFI, dans le cadre du groupe de la Banque mondiale, donc, il y a un accent très fort qui est mis sur la mobilisation donc, de financement au niveau des banques, pour permettre aux PME d'avoir un accès donc, beaucoup plus facile donc, à des financements donc, adéquats. Donc cela fait partie, je dirais, des discussions que nous avons. Il y a un rapport diagnostic du secteur privé qui a été fait donc, par la SFI, un rapport diagnostic qui sera rendu public donc, bientôt, qui intègre donc, tous ces éléments. Et je veux vraiment vous rassurer que la problématique donc, des PME est une pratique qui nous tient à cœur. Vous l'avez rappelé, il y a des dispositions qui existent. Au niveau de la commande publique, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Le plus souvent, puisque c'est trimestriel, nous sommes à plus de 20%. Nous avons même eu des périodes où nous étions donc à 40% donc d'accès des PME au marché public. Donc nous continuerons donc à travailler là-dessus, puisque nous savons tous que les PME en matière donc, d'emploi sont un élément donc, essentiel. Sur la dernière question, le procureur de la République a tenu une conférence de presse. Les faits ont été donc rendus publics donc, à toute la nation et tout le monde entier. Donc, quels sont les faits qui sont reprochés au président du GPS? À partir de là, les procédures judiciaires sont en cours. Un mandat d'arrêt donc, a été émis. Moi, je n'en dirai pas plus. Alors maintenant, la question de savoir si c'est un moyen d'éviter que quelqu'un ne se présente, je ne vois vraiment pas de raison. Vous devez juger vous-même donc, les faits qui ont été rendus publics donc, par le procureur. Moi, je considère que c'est une affaire qui est dans les mains donc, de la justice, qui suit donc, son cours.
je peux vous assurer qu'il n'y a aucune volonté d'éliminer quelque candidat que ce soit. De la même manière, il y en a qui pensaient que d'autres candidats pourraient être éliminés avec des limites d'âge ici ou là. Le président de la République s'est prononcé là-dessus. Ces élections sont ouvertes. Tous ceux qui veulent y participer peuvent y participer, mais doivent être tout simplement conformes à la loi et au texte en vigueur. C'est la seule chose que l'on peut dire. Donc il n'y a aucune volonté de faire quoi que ce soit. Et si par contre je voulais faire de la polémique, sans vouloir en faire, on pourrait se poser la question, si ce n'est pas parce que la personne concernée savait ce qu'elle sait, qu'elle s'est proclamée précipitamment candidate, en pensant que c'était un élément de protection. Mais je terminerai donc sur ça. Je voudrais donc simplement dire que, honnêtement, je considère que le pays est aujourd'hui réellement en paix. Que nous avons des élections, donc c'est vrai, en 2020, mais que toute la classe politique, tous les acteurs, je dirais, à ce processus électoral, doivent considérer que nous avons un gros défi à relever. C'est d'avoir de bonnes élections, des élections apaisées, et qu'il ne sert à rien de vouloir attendre artificiellement l'atmosphère. Et je veux donner l'assurance que nous travaillons vraiment pour que ces élections soient apaisées, transparentes et totalement équitables. Et moi, je vais lancer vraiment un appel à la cohésion. Ce que je sens, c'est que partout où je suis passé, je suis allé dans le Tonkui, Mabri peut le témoigner, nous avons tourné dans des villages et partout. Je suis allé dans le Guémon, je suis allé dans le Cavali, je suis allé dans le Gor, à Oumé, à Gagnoa. J'ai rencontré les chefs traditionnels. Je viens du Boclé. Partout où je suis allé, dans toutes les discussions que j'ai eues, avec les chefs traditionnels, avec les jeunes, les femmes, j'ai senti réellement que le pays est réellement réconcilié, que les populations vivent ensemble. C'est une réalité du vécu quotidien dans le pays. C'est au niveau des hommes politiques que nous devons tout faire pour gérer le langage, pour ne pas avoir des messages de haine, des messages qui opposent des populations aux autres. Aller sur le terrain aussi pour écouter, voir, sortir de tout ce que les journaux écrivent, de tout ce qui est sur les réseaux sociaux, et puis vivre avec la population, le réel, ce que les gens vivent, c'est quelque chose d'absolument instructif. Et moi, je souhaite que beaucoup de personnes aillent comme ça à l'intérieur pour aller voir la réalité du vécu quotidien des Ivoiriens. Et de voir ces gens qui apprécient d'avoir de l'eau, qui apprécient d'avoir de l'électricité, qui apprécient d'avoir une école, qui apprécient d'avoir un centre de santé et qui vont apprécier de plus en plus la couverture maladie universelle. Allons voir cela, c'est ça la réalité. Ne nous faisons pas peur. La Côte d'Ivoire, je vous en prie, je suis sûr, est promise à un bel avenir. Et nous devons être fiers pour ce qui nous concerne, autour du président Alassane Ouattara, du bilan actuel. Et vraiment, n'ayons pas peur, la Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Elle est belle, vraiment.